Alors, chers collègues, la Commission des finances publiques reprend ses travaux et comme vous le savez, nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 35, loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 21 mars 2023 et modifiant d'autres dispositions. Et je cède d'entrée de jeu la parole aux représentants de Force Jeunesse. Bienvenue à vous quatre. Auriez-vous d'abord l'amabilité, s'il vous plaît, de vous présenter? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers membres de la Commission, merci de l'invitation. Donc, Lauriane Derry, présidente de Force Jeunesse. Fred-William Miro, vice-président exécutif. Eliane Racine, membre du comité contenu. Emna Benjelili, vice-présidente au contenu. Vous savez que vous disposez de 10 minutes. Merci beaucoup. Donc, brièvement, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse québécoise dans l'élaboration des politiques publiques depuis maintenant 25 ans. On est l'une des seules organisations jeunes à être activement impliquée dans les questions de retraite et de finances publiques. Vous comprendrez donc que les retraites, le Fonds des générations et l'équilibre budgétaire, sont les sujets qui nous interpellent particulièrement dans le cadre du projet de loi 35 et c'est sur ces aspects spécifiques que nous concentrerons nos interventions. Notre mémoire comprend 21 recommandations. On ne les passera pas tous en revue, je vous assure, mais il nous fera plaisir de répondre à vos questions suite à notre présentation. Avant d'entrer dans le détail de nos recommandations, il est important pour nous de réitérer que la valeur qui guide notre action et qui a dicté la rédaction de notre mémoire, c'est l'équité intergénérationnelle. Pour nous, l'équité intergénérationnelle, c'est d'être en mesure de trouver le fragile équilibre entre répondre aux besoins de la société actuellement, tout en s'assurant que les générations futures auront elles aussi accès à des services de qualité et à des opportunités équivalentes que celles offertes aujourd'hui. C'est un défi de taille, on va en convenir, et c'est pourquoi il est primordial de mettre en place des outils et des mécanismes clairs et rigoureux dans une perspective de long terme pour assurer la sécurité financière à la retraite et la soutenabilité des finances publiques. Le Fonds des générations est un excellent exemple de ce concept, parce que c'est un outil qui fonctionne et qui a fait ses preuves, et c'est pour cette raison que nous réitérons notre appui à la décision du ministre des Finances de maintenir et de pérenniser le Fonds des générations pour qu'il puisse continuer à servir les générations futures. Toutefois, nous devons apporter à l'attention de la Commission certaines inquiétudes que nous avons à la lecture du projet de loi 35. Tout d'abord, nous avons été étonnés de constater que certains changements proposés au régime des rentes du Québec n'ont pas été abordés lors des consultations qui ont pourtant eu lieu spécifiquement à ce sujet en février dernier, ainsi que dans les publications subséquentes. Nous sommes d'avis que certaines dispositions du projet de loi 35 pourraient fragiliser la viabilité financière du régime et risquent d'alourdir le fardeau des générations futures, notamment en ouvrant certaines brèches qui pourraient conduire à la politisation des outils. Je passe maintenant la parole à mon collègue Fred-William. Oui, merci Lauriane. Donc, les principes qui guident la réflexion de Force Jeunesse en matière de retraite s'inscrivent dans l'équité entre les générations qui participent au régime public. Nous croyons fermement que l'ensemble des interactions d'un individu avec le régime devrait être prises en compte pour évaluer l'effet de génération et que nous devons se doter de politiques qui permettent de diminuer l'insécurité et l'imprévisibilité financière à la retraite. Ce qu'on veut, c'est nous assurer que tout un chacun puisse vieillir dans la dignité, et ce, peu importe sa génération d'appartenance. Comme Lauriane l'a mentionné, Force Jeunesse estime que certaines dispositions du projet de loi 35 pourraient fragiliser la viabilité financière du régime supplémentaire du RRQ et augmentent le risque pour les participants à ce régime. On appelle au gouvernement à faire preuve de prudence. Le projet de loi ouvre la porte à une diminution des taux de première et deuxième cotisation au régime supplémentaire jusqu'en 2042, et ce, même en cas de bonne santé financière du régime. Comme Lauriane l'a mentionné, cette mesure n'a pas été étudiée lors des dernières consultations sur le RRQ, alors que le rapport de cette commission mentionnait pourtant l'importance de maintenir une marge de manœuvre suffisante pour assurer sa santé financière. Si la conjoncture économique devait se détériorer durant cette période de gel, le risque d'un déséquilibre financier du régime augmenterait. Dans le cas d'une mauvaise santé financière du régime, il ne serait pas possible d'ajuster ses cotisations pendant près d'une vingtaine d'années.
Cette mesure pourrait également résulter en un redressement plus drastique des cotisations au régime supplémentaire à la fin de la période de gel pour compenser le manque à gagner dans le cas d'une mauvaise santé financière de ce régime. Les jeunes travailleurs qui commenceront à cotiser au RRQ autour de 2042 pourraient devoir absorber une hausse considérable de la première et de la deuxième cotisation au régime supplémentaire sans avoir nécessairement bénéficié du gel. Fort Jeunesse croit qu'il est préférable que les cotisations puissent être ajustées graduellement et en amont, plutôt que de subir une diminution des prestations une fois à la retraite, pour à la fois réduire le risque individuel et favoriser une sécurité financière suffisante à tous et à toutes. Au-delà des risques mentionnés plus tôt, on croit qu'il est également préférable de mieux évaluer l'impact en amont des changements climatiques sur le rendement du régime, plutôt que d'activer ces mécanismes d'ajustement. Le mécanisme d'ajustement automatique inscrit dans le projet de loi s'apparente à beaucoup d'égards à un régime à prestations cibles, ce qui inquiète notre organisation. Nous croyons que le régime public devrait offrir une sécurité financière et une plus grande prévisibilité à la population québécoise pour le régime supplémentaire. Enfin, nous souhaitons soulever qu'un nombre très restreint de groupes ont été invités à se prononcer sur les modifications prévues au régime des rentes du Québec, et on croit que davantage d'analyses et de consultations sont requises pour bien évaluer l'impact de ces mesures. Je vais céder la parole à Emna pour la suite de notre présentation. Merci Fred William. Donc concernant le Fonds des générations et la gestion de la dette. Nous saluons l'engagement du ministre des Finances à maintenir le Fonds des générations et à utiliser les sommes déjà cumulées pour le remboursement de la dette tel qu'il est prévu dans la loi. On trouve quand même dommage qu'il y ait un retrait des redevances minières au Fonds des générations. Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, l'exploitation actuelle des ressources impose un coût d'opportunité aux futures générations qui ne peuvent pas profiter de celles-ci dans le futur. Donc en dédiant ces versements-là à des projets qui favorisent l'équité intergénérationnelle, on permet de redistribuer les revenus provenant d'une ressource limitée entre les générations actuelles et les générations futures. Fort Jeunesse propose d'ajouter aussi un nouveau chapitre dans la loi pour qu'un exercice de contrainte budgétaire intertemporelle élargie soit réalisé. Mais la proposition faite ici, elle va au-delà de la prise en considération des impacts démographiques, puisqu'elle va aussi intégrer une analyse qui prend en compte les impacts sociaux et environnementaux. Cette proposition, d'ailleurs, elle s'inspire des travaux qui sont faits en Australie. De plus, il serait important aussi que toute diminution significative du taux d'imposition, elle fasse l'objet d'une analyse des impacts de cette décision-là sur un retour à l'équilibre budgétaire. Ça constituerait aussi un mécanisme pour éviter que les décisions soient prises dans une perspective de court terme en mettant en péril la soutenabilité financière de l'État. Enfin, pour favoriser la compréhension de la société civile et des chercheurs, il serait aussi pertinent d'améliorer la transparence vis-à-vis des politiques de placement du Fonds des générations, parce qu'on sait que bien que la politique de placement elle soit indiquée dans le budget du Québec, celle-ci elle ne comporte pas les cibles de rendement qui sont visées, c'est-à-dire les cibles et les résultantes environnementales qui respectent le principe d'ESG, donc qui permettent au final d'avoir une bonne gouvernance du Fonds des générations. Il est aussi difficile de nous assurer que les placements du Fonds des générations sont carboneutres et que les niveaux de cible de ces placements-là, sans avoir une divulgation claire de cette information par le ministre des Finances. Le projet de loi 35 il prévoit aussi une modification à la loi sur l'équilibre budgétaire et on tient à saluer le ministre d'avoir maintenu l'obligation de présenter chaque année un plan pour avoir un budget équilibré et d'en être redevable devant l'Assemblée nationale. Ce degré-là de transparence et de redevabilité, ils sont essentiels pour assurer une bonne gestion des finances et aussi pour respecter le principe d'équité intergénérationnelle. Fort Jeunesse a tout de même pris connaissance de certains changements qui méritent réflexion. Le premier changement, il concerne la suppression de la réserve de stabilisation. On est conscient que c'est un outil qui est imparfait. Mais la réserve de stabilisation, elle offre une marge de manœuvre financière supplémentaire au gouvernement qui lui permet de faire face aux dépenses imprévues en cas de détérioration rapide de la situation économique. Et cette réserve-là, elle contribue donc à atténuer les répercussions négatives sur les finances publiques. Et on l'a vu avec la COVID-19, c'est important pour le gouvernement d'avoir une marge de manœuvre en cas de crise sociale ou sanitaire majeure. Si on décide de maintenir aussi la réserve de stabilisation, ce serait important d'intégrer des dispositions qui soient claires et qui favorisent la transparence et la divulgation d'informations sur la gestion et l'utilisation de la réserve. Le projet de loi 35 y retire également les dispositions qui précisent ce que constituent des conditions économiques moins favorables.
Donc ça ouvre la porte à l'usage d'un pouvoir discrétionnaire par le gouvernement de ce que constitue véritablement une situation économique moins favorable dans le cas où le plan de retour à l'équilibre budgétaire ne serait pas respecté. Même si Force Jeunesse reconnaît qu'il peut être difficile de déterminer ces conditions-là, on croit que des définitions claires dans des dispositifs législatifs sont quand même importants. On remercie la Commission de nous avoir écoutés. Nous sommes maintenant prêts à accueillir vos questions. Alors, merci à vous quatre, notamment pour votre ponctualité. Je laisse la parole au ministre des Finances. Juste pour précision, parce qu'on parle quand même d'une ponctualité partielle. Totale, complète. J'ai perdu combien de temps? Absolument 0 secondes. Voilà. Ils étaient pile poil dans le temps. Okay. Des vrais professionnels. Alors, que je salue à nouveau. Quand vous m'avez demandé pour utiliser mon temps, vous gériez C'était votre au risque. cas où. Oui, Okay. oui, c'est une gestion de risque. Oui. Alors, voilà. J'étais prêt à offrir de mon temps, mais on n'en a pas eu besoin. Non. D'accord. OK. Merci pour la présentation, merci pour le mémoire et soyez assurés que l'entièreté du mémoire sera analysée en détail ainsi que toutes les propositions par le ministère des Finances, Retraite Québec et le cabinet du ministère des Finances. Quelques commentaires. Vous dites que les propositions par rapport au RRQ n'ont pas été discutées lors de la consultation publique sur le RRQ. Respectueusement, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. L'ensemble des propositions étaient contenues dans un document public. Il y a eu de nombreux mémoires, des présentations en commission et on a fait preuve d'écoute. Il y avait des mesures plus controversées et on arrive ici avec des mesures qui font assez consensus. Quant aux cotisations du régime supplémentaire, bien, il n'y a jamais été question de geler les cotisations. C'est bien que le mécanisme d'ajustement entre en vigueur, qu'on devait définir par la loi, mais ça n'avait pas été fait lorsque la loi avait été mise en vigueur. Lorsque le régime a été mis en vigueur en 2019, le mécanisme d'ajustement n'avait pas été précisé et donc le gouvernement assume ses responsabilités, propose un mécanisme d'ajustement dans le projet de loi 35 et le mécanisme d'ajustement repose sur la formule 50-50 entre les retraités d'une part et les cotisants incluant travailleurs et employeurs de 50 %. Donc, un équilibre équivalent à ce qui se fait au niveau du régime de pension du Canada. Pour le Fonds des générations, peut-être aussi la question de l'ESG. Les fonds appartiennent au gouvernement, sont placés, en fait, ils appartiennent aux Québécois, mais disons que le gouvernement agit comme mandataire ou fiduciaire. Et c'est la Caisse de dépôt qui les gère. La politique de placement ou les règles de gouvernance associées au placement sont les mêmes pour l'ensemble de la Caisse de dépôt. Est-ce que vous suggérez que les politiques ESG du Fonds des générations devraient être différentes, par exemple, que les fonds du RRQ ou du FAR pour le régime de retraite des employés du secteur public? Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre question. Tout d'abord, pour revenir peut-être sur votre premier commentaire par rapport à la consultation là, sur le RRQ. En effet, il y a eu des allusions aux intentions là, sur les ajustements automatiques, les mécanismes d'ajustement automatique, pardon, mais du moins de notre compréhension, il n'a jamais été question de vos intentions claires en la matière. Je pense que c'est là-dessus, en fait, nous, qu'on trouve peut-être un peu dommage de ne pas avoir eu l'occasion d'échanger avec plus de nombreux groupes et parties prenantes sur la question. Ceci étant dit, je vais passer la parole à ma collègue Eliane pour les ESG. Mais en fait, je pense que
l'idée derrière la divulgation là, des cibles ESG pour le Fonds des générations, c'est que les placements qu'on fait avec le Fonds des générations peuvent aussi nous aider dans notre lutte au changement climatique. Donc, l'idée, c'est de se dire, bien, les placements qu'on va faire, en particulier pour le Fonds des générations, parce qu'on parle vraiment là, d'une équité ou d'un transfert entre différentes générations, mais on doit s'assurer que ces placements-là bien, respectent certains critères en matière environnementale, mais également là, au niveau social et de gouvernance. Maintenant, est-ce que la politique devrait être différente? Bien, dans un monde idéal, on pourrait modifier aussi la loi sur la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour s'assurer qu'il y a une plus grande prise en considération des facteurs ESG. Je tiens quand même à mentionner que la Caisse de dépôt a déjà débuté là, à faire des changements à ce niveau-là, mais on partage un peu l'avis de Québec solidaire là, sur l'aspect qu'il y a moyen d'aller peut-être un peu plus loin puis d'essayer d'aller utiliser ce levier-là duquel on s'est doté, qui est la Caisse de dépôt, pour pouvoir favoriser la transition énergétique. Juste pour être clair, est-ce que vous voulez modifier la vocation du Fonds de génération? Parce que l'unique but du Fonds de génération est la réduction du poids de la dette. Point. D'accord. On est tout à fait d'accord avec ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que le Fonds des générations, sa mission première demeure le remboursement de la dette. Cela dit, la dette peut maintenant aujourd'hui se mesurer à différents niveaux, évidemment au niveau des finances publiques, mais aussi en matière de qualité des services, en matière d'environnement. Et le contexte économique a changé. Donc, bien que la mission première du fonds, et je le répète parce que c'est important, doit demeurer le service de la dette, le remboursement de la dette, il y a peut-être une réflexion à avoir, à savoir si on ne pourrait pas utiliser les versements pour financer d'autres projets qui puissent servir l'équité intergénérationnelle. Mais avant de se lancer dans toutes les discussions de diversification de fonds, nous, on pense que si jamais il y a un intérêt à aller vers ça, ça va être hyper important de mettre en place une table de discussion et de réflexion pour mettre en place aussi des mécanismes qui sont très, 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 très clairs pour voir quel pourcentage des montants pourraient être redistribués à des projets d'équité intergénérationnelle et quel type de projet intergénérationnel on veut financer. Parce que nous, l'idée, ce n'est pas de dire qu'on veut utiliser l'argent du fonds pour financer différents services, différents projets. Pour nous, c'est vraiment important. La mission première demeure le remboursement de la dette et si jamais il y a intérêt à financer d'autres types de projets, par exemple comme une caisse santé, comme le fonds des infrastructures, par exemple, qui pour nous sont des projets d'équité intergénérationnelle importants. Ça va être important de mettre en place une table de concertation avec les experts, autant des experts des finances publiques que des différentes organisations de la société civile pour établir des mécanismes clairs. Parce que une des forces du Fonds des générations et ce qui fait en sorte que c'est un outil qui fonctionne, c'est parce que la loi est très claire. Donc, nous, c'est une idée qu'on apporte, mais il faut quand même être très prudent avec cette idée-là. On réitère encore une fois, puis pour répondre à votre question, Monsieur le ministre, que le but premier du Fonds des générations doit demeurer le remboursement de la dette. OK. Alors, pour cet aspect-là, on s'entend que le but premier demeure et c'est l'intention du gouvernement. Puis, ce que je comprends, c'est que s'il y avait d'autres buts, vous voudriez qu'ils soient liés au changement climatique, puis vous voudriez qu'il y ait un processus de consultation autour de ça. Mais pour l'instant, le gouvernement n'a pas signifié ça. Et au moins, on s'entend sur le but principal. La réserve de stabilisation, j'entendais vos remarques et je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question. Êtes-vous bien conscient qu'il n'y a pas d'argent dans la réserve de stabilisation, que c'est uniquement un compteur comptable? Effectivement, on est bien conscient de ce dispositif-là, mais on pense que la réserve de stabilisation, elle offre quand même une marge de manœuvre financière au gouvernement. D'ailleurs, votre gouvernement a quand même fait une utilisation de cette réserve de stabilisation-là lors de la crise de COVID-19, puis c'est normal, elle sert bien à ça. Il reste que, bien évidemment, que ce soit pour une réserve de stabilisation ou pour un fonds de suppléance, par exemple, ce qui reste important, c'est l'utilisation et l'utilité qu'on en fait.
Donc, il est important quand même de bien avoir des critères de l'utilisation dont on fait, de bien décrire aussi les circonstances de son utilisation et aussi les limites, évidemment. Mais il demeure très important quand même de s'assurer qu'on ait aussi une marge de manœuvre supplémentaire. Puis ça, j'imagine que c'est bénéfique aussi pour le gouvernement d'avoir une marge de manœuvre supplémentaire en cas d'incertitude économique. OK. Je vais juste repréciser certains points associés à la réserve de stabilisation parce que, quand même, elle est là depuis l'existence de la loi en 2006. Elle a semé énormément de confusion. Et moi-même, quand je suis arrivé en 2018, j'ai été obligé de reconsidérer ma compréhension de ce qu'était la réserve de stabilisation. Mais lorsque vous dites que la réserve de stabilisation nous a servi durant la pandémie, je vous confirme que non. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y a jamais eu d'argent dans la réserve de stabilisation. C'est simplement un compteur comptable qui accumule des surplus passés et qui dit, par exemple, si vous avez fait un surplus il y a 3 ans de 2 millions, puis il y a 2 ans de 1 million, qui dit que votre réserve de stabilisation est à 3 millions. Mais vous n'avez pas de fonds avec 3 millions. Vous avez juste emprunté 3 millions de moins. Et donc, lorsque la COVID est arrivée, on avait besoin d'argent et puis on a dû l'emprunter. Et que la réserve de stabilisation était à 3, 5 ou 8, ça ne changeait absolument rien. Et donc, puisque ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de fonds, notre proposition, c'est de l'éliminer parce qu'elle crée le faux sentiment de confiance qu'il y a un fonds, une réserve, comme par exemple le fonds de suppléance, qui lui a des fonds, 200 millions par année, ou la provision pour éventualité, qui cette année était à 1,5 milliard. Et là, on a eu une baisse de revenus d'1 milliard. On a utilisé la provision de 1 milliard. On l'a descendu à 500 millions pour des besoins comme l'adaptation au changement climatique, le logement, la lutte à l'itinérance. Mais dans le fonds de suppléance, dans les provisions pour éventualité, il y a des fonds. Dans la réserve de stabilisation, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que, par exemple, si la réserve de stabilisation était à 10 milliards, ça crée un faux sentiment de sécurité qu'il y a quelque part une réserve de 10 milliards. Or, il n'y a rien. Il y a juste une somme comptable de surplus passé. Puis notre compréhension aussi, c'est que, par exemple, les fonds de suppléance ils existent, sont beaucoup mieux, je pense que sont mieux régis aussi, mieux encadrés, mais de notre compréhension, c'est des fonds qui servent uniquement à financer certains programmes. Donc, nous, la compréhension qu'on en avait, c'est que le fonds de stabilisation, justement, permet une plus grande marge de manœuvre à différents niveaux. Et c'est dans ce sens-là où nous, on trouve que de l'abréger complètement, on vient peut-être de se priver d'une marge de manœuvre. Mais on est très conscient que ce n'est pas un fonds qui est parfait. C'est un fonds qui mériterait peut-être d'être mieux encadré. En effet, on le reconnaît. Mais pour nous, il y a quand même une différence entre ce fonds-là et les fonds de suppléance. J'ajouterais aussi que dans les fonds de suppléance, là, vraiment, je pense que l'esprit de notre recommandation autour de la réserve de stabilisation, c'est vraiment à l'effet qu'on veut conserver des mécanismes transparents de reddition de comptes pour donner une image fidèle de la réalité budgétaire aux Québécois, puis je pense que c'est un objectif qui est partagé. Le fonds de suppléance, de notre côté, on a beaucoup de misère à trouver de l'information sur ce qu'il contient, sur la manière dont il est utilisé. Donc, on comprend l'argument là, qu'il y a probablement de l'argent dans le fonds de suppléance qui peut être utilisé activement par le gouvernement, mais ce qu'on dit, c'est qu'il devrait y avoir une transparence additionnelle sur la gestion de ces sommes-là par le gouvernement. OK. Bien, là, pour tous les gens qui nous écoutent, là, je vais donner une transparence totale. Là. Le fonds de stabilisation, il n'y a pas de fonds. OK? Parce que c'est un compteur comptable. Il n'y a pas d'argent dans un dépôt, dans une banque correspondant à la valeur comptable de la réserve de stabilisation. Autrement dit, si vous accumulez des surplus, vous empruntez moins. Et si vous avez besoin d'utiliser de l'argent dans les années futures plus que vous aviez prévu, vous devez emprunter.
Or, à aucun moment, vous ne bénéficiez de fonds qui auraient été empruntés pour mettre, par exemple, dans une réserve. Alors, on aura ces discussions-là autour du projet de loi 35, mais par souci de transparence, nous proposons d'abolir la réserve de stabilisation, Monsieur le Président, parce qu'elle sème une fausse impression de sécurité, comme s'il y avait une réserve qu'on pouvait utiliser pour des éventualités. Or, s'il y a des éventualités, on peut faire toutes sortes de choses, mais on ne peut certainement pas utiliser des fonds d'une réserve qui n'a pas de fonds. Alors, ça, c'est un point, contrairement au fonds de suppléance qui a des fonds, puis aux provisions pour éventualité qui ont des fonds. Finalement, juste un point sur le pouvoir discrétionnaire. Juste pour vous dire, ça a été discuté hier. Certains ont suggéré que le pouvoir discrétionnaire soit plutôt balisé par une fluctuation de PIB. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? C'est évidemment, il y a plusieurs possibilités pour bien définir qu'est-ce qu'une incertitude économique. Ça pourrait être un taux de croissance de PIB qui est plus faible qu'anticipé lors du plan d'un retour d'équilibre. Ça pourrait être aussi en fonction du taux de croissance du PIB nominal qui affecte aussi les recettes gouvernementales. Donc il existe plusieurs dispositifs qui sont possibles pour bien justifier qu'est-ce qu'une incertitude économique. Il reste que les experts en finances publiques pourraient davantage amener de la précision sur cette définition-là. Dans notre mémoire, on ne se prononce pas sur les balises en tant que telles. On fait juste mentionner que c'est important pour nous qu'il y en ait pour accroître justement la transparence. On est très conscient aussi que des balises trop précises rendent la loi inopérante ou difficile à appliquer. Donc, il y a un juste milieu à trouver, mais on pense quand même qu'il y a un certain niveau de balises qui devrait être inscrit dans la loi. Le niveau en tant que tel, ça pourrait être déterminé par des experts en finances publiques. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole à la vice-présidente de la Commission des finances publiques, la députée de Bourassa-Sauvé. Chers collègues, vous disposez d'environ 12 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, salutations aux membres de Force Jeunesse qui sont ici avec nous aujourd'hui. Vos présentations en consultation particulière sont toujours d'une pertinence admirable et vos propos sont toujours donc d'une grande intelligence. Donc, merci beaucoup pour votre contribution à cette commission. Évidemment, donc vous le savez, je suis notamment porte-parole pour la jeunesse, pour ma formation politique. Donc, à l'intérieur donc du projet de loi 35, donc j'ai des préoccupations donc face aux dispositions qui concernent donc le Fonds des générations. Je vous ai entendu un peu plus tôt donc parler donc de diversification du fonds, mais aussi donc vous mainteniez donc le mandat premier du fonds, donc étant donc qui soit donc affecté au service de la dette. Mais également, donc, comme première question, ce qu'on voit dans le projet de loi, c'est que bon, donc pour parvenir à réaliser donc des baisses d'impôts, donc le gouvernement actuel décide de réduire donc les versements au Fonds des générations et pour y parvenir, donc retire définitivement des sources de revenus du Fonds des générations. On parle de la totalité des revenus miniers perçus par le gouvernement, qui sont estimés à 484 millions de dollars en 2022-2023, d'un montant de 500 millions de dollars par année provenant de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques, des revenus provenant des biens non réclamés qui représenteront 55 millions de dollars en 2022-2023. Dans votre mémoire, donc, vous parlez particulièrement dans la section sur les revenus dédiés, de la question des revenus miniers. Donc, j'aimerais, puis vous l'avez évoqué également donc, à l'intérieur de votre 10 minutes, mais je vous laisserai élaborer un peu plus longtemps sur cette question-là. Oui, donc on sait qu'il y a différents types de versements qui sont faits au Fonds des générations, hydrauliques, les redevances minières. Avant, il y avait aussi les boissons alcooliques, mais ça a été abrogé dans le cadre de cette loi-là. En fait, le fait qu'on abroge les redevances minières, c'est plus un problème dans une perspective dans une perspective d'équité intergénérationnelle, ça fait en sorte que les générations actuelles qui n'ont pas pu bénéficier de l'exploitation immédiate
d'une telle ressource, eh bien, au moins, il peut se bénéficier de l'argent qui va être mis dans des projets qui favorisent l'équité intergénérationnelle de manière indirecte. Donc, c'est vraiment le message même de respecter le principe d'équité intergénérationnelle qu'on trouve dommage de mettre fin à ce revenu minier. Ce n'est pas par sa considération importante dans l'enveloppe pour les fonds de génération, mais c'est vraiment le message qu'on envoie à ce niveau-là. Si je peux ajouter aussi à ce niveau, pour nous aussi, on trouve que c'est peut-être un petit peu dommage, considérant les intentions du gouvernement en matière de croissance, notamment liée à la filière batterie. On sait que les revenus miniers seront sûrement portés à croître au cours des prochaines années. Donc, pour nous, peut-être contrairement à la Société des alcools, où est-ce que le lien est peut-être un petit peu moins facile à faire qu'avec vraiment des revenus miniers, où c'est des ressources qui sont limitées, qu'on utilise pour le temps d'une ou deux générations. C'est l'idée même de l'équité intergénérationnelle dont mentionnait ma collègue Emna, d'en faire profiter les autres générations. Puis en plus, on s'attend à ce que ces revenus-là soient augmentés au cours des prochaines années avec la filière batterie. Donc nous, on trouve que à ce niveau-là, vraiment pour les revenus miniers, c'est un peu dommage considérant que c'est vraiment aligné avec l'esprit même du Fonds des générations, la mission même du Fonds des générations qui est d'assurer l'équité intergénérationnelle. Merci. Puis d'ailleurs, vous évoquiez que ces revenus sont appelés à croître. Puis je pense que le cumul des sommes perçues représentera environ 1 milliard, donc ce qui représente à peu près donc, l'équivalent de la baisse d'impôt pour 2023, simplement donc, au niveau du revenu minier dans la prochaine année. Donc on voit déjà donc, cette croissance-là. Dans votre mémoire, donc, vous dites que c'est sans danger de mettre fin au versement qui proviennent spécifiquement de la taxe, qui proviennent de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques, étant donné leur faible contribution. Donc, vous, c'est vraiment donc, la question de la faible contribution qui fait en sorte que vous seriez en faveur donc, du retrait de cette taxe-là. La contribution, mais aussi, justement, comme Emna l'a mentionné, le fait que quand on exploite une ressource minière, on impose un coût d'opportunité sur les prochaines générations qui ne pourront pas l'exploiter. On n'a pas nécessairement ce même problème-là avec les boissons alcoolisées. Parfait. Oui? À terme, peut-être. Là. On parlait un peu plus tôt donc, de la baisse d'impôt qui a été financée, donc quand même la diminution du versement dans le Fonds des générations. Est-ce que vous avez réalisé des différentes analyses de la diminution des versements au Fonds des générations, donc à terme? Donc, est-ce qu'on sait si, donc, avec les versements, donc, en fait, donc, les revenus dédiés donc, qui sont ôtés donc, à travers donc, ce projet de loi, s'il y a donc si cette diminution des versements surpassera à terme donc, les coûts de la baisse d'impôt qui a été accordée dans le dernier budget? Pas d'analyse qui a été faite en lien avec la baisse d'impôt chez Fort Jeunesse. Là, on s'est davantage concentré sur le projet de loi 35 en tant que tel, mais c'est certain qu'il y a un lien à faire entre les finances publiques actuelles, les décisions qui sont prises, puis l'impact que ça peut avoir sur les finances publiques à long terme et donc sur l'utilisation puis la gestion du Fonds des générations. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a considéré dans notre analyse du projet de loi 35. Et ce sont des analyses qui sont complexes, puis c'est pour ça qu'on a une recommandation qui concerne vraiment la soutenabilité financière, budgétaire du gouvernement du Québec, à l'effet qu'à chaque 5 ans, on suggère que le ministre des Finances se prononce sur l'impact sur les 50 prochaines années des politiques gouvernementales en place. Fort Jeunesse, on a beaucoup de qualités, mais on n'a pas les ressources de faire des analyses budgétaires très, très approfondies. Donc, on pense que c'est un exercice que le ministère des Finances, peu importe la couleur du gouvernement, devrait faire pour s'assurer qu'on a un régime budgétaire et fiscal qui est soutenable pour l'État québécois à long terme. Vous avez en effet beaucoup de qualités. Vous recommandez de changer l'intitulé de la loi. Donc, peut-être vous entendre un peu plus là-dessus, parce que là, vous avez mentionné, évidemment, donc, le but premier, donc vous le maintenez, donc, qui est que le Fonds des générations soit affecté donc, au service de la dette, mais vous souhaitez donc modifier le titre du projet de loi 35 en remplaçant « Réduction de la dette par gestion de la dette ».
gestion de la dette et d'ajouter aussi le principe d'équité intergénérationnelle dans l'intitulé de la loi, parce qu'on pense que ça reflète vraiment l'esprit du Fonds des générations et pourquoi il a été créé en 2006. Non seulement c'est bien évidemment pour avoir un service de la dette qui est inférieur, qu'on n'ait pas à payer davantage, puis là dans les conditions inflationnistes dans lesquelles on est actuellement, on sait qu'un taux directeur élevé, ça nécessite donc que notre dette on la paye plus cher. Donc c'est-à-dire que notre service de la dette augmente. Donc on trouve que bien évidemment on doit conserver l'objectif premier qui est le remboursement de la dette parce que ça peut considérer un fardeau fiscal considérable pour les générations futures, mais il reste qu'on trouve que le Fonds des générations ça reflète vraiment le principe d'équité intergénérationnelle. Puis le Québec a instauré ça, puis se distingue des autres provinces par rapport à cette loi-là. Merci. Vous avez eu la conversation avec le ministre sur la divulgation des cibles de rendement ESG. J'aimerais donc aussi vous entendre sur ces éléments-là. Donc, vous suggérez donc peut-être qu'il y aurait donc possibilité donc d'ouvrir en fait donc là sur la Caisse des dépôts et de placement pour que l'on puisse établir ce type de cible. Que là, on parle du Fonds des générations, mais n'oublions pas que la Caisse de dépôt, elle gère aussi le régime des rentes du Québec. Puis quand on regarde les risques qui s'en viennent pour les régimes comme le RRQ, un des risques financiers qu'on a, c'est les changements climatiques. Puis c'est pas uniquement les événements météorologiques extrêmes, mais c'est aussi les politiques qu'on peut venir mettre en place. Puis ça veut pas dire de pas mettre de politique pour lutter contre les changements climatiques, mais c'est juste que parfois, ces politiques-là peuvent avoir un impact indirect sur les organisations. Et donc, si vous avez des investissements qui sont faits dans une compagnie X, Y, Z, mais si cette compagnie-là est affectée par une modification législative, il se peut que votre rendement soit moins élevé que ce qui était anticipé. Puis cette analyse-là, on l'a vu, ça a été fait en Europe, puis quand on regarde ce qui s'est fait avec les régimes privés en Europe, on parle que les risques climatiques peuvent amener une perte financière au niveau des régimes de retraite qui peut monter jusqu'à 12 12 c'est beaucoup, puis ça peut affecter ou mettre en branle justement les fameux mécanismes d'ajustement automatique. Donc, ce qu'on dit là pour le régime des rentes, bien, c'est vrai pour tous les régimes ou les fonds qui peuvent être gérés par la CDPQ. Fait que je pense qu'au-delà de juste vérifier si les entreprises cochent certains critères ESG, mais c'est aussi dans notre capacité d'anticiper les impacts des changements climatiques sur les placements qu'on va avoir faits. Merci. Je vais revenir un peu plus tôt dans votre présentation, puis dans votre mémoire, donc sur la question du gel des cotisations pour le régime supplémentaire des rentes du Québec. Donc, le ministre semble être en désaccord avec la question du gel des cotisations en disant, bon, il n'y a pas de gel qui est prévu, donc je vous entendrai un peu sur cette question-là aussi. Je pense qu'il faut rappeler que c'est effectivement vrai que dans la loi, la section 5 n'avait pas nécessairement des mécanismes extrêmement bien définis. Là, on faisait peut-être plus référence à un règlement qui serait mis en place dans un deuxième temps. Donc, il faut reconnaître que le projet de loi 35 permet d'établir des balises claires pour le mécanisme d'ajustement automatique. Par contre, la loi actuelle du RRQ prévoit qu'à partir de 2024, on applique le même mécanisme qui est en place pour le régime de base, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va obtenir au niveau de l'évaluation actuarielle, puis en fonction du taux de cotisation de référence, bien, on va être en mesure de modifier les cotisations. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en modifiant les articles de loi pour pouvoir venir intégrer une cotisation à 2 % jusqu'en 2041. Mais ce qu'on vient introduire, c'est cette idée-là que les cotisations ne bougeront pas pendant 20 ans. Puis, entendons-nous, là, on n'est pas en train de dire que le régime va pas bien, puis donc qu'on s'en va vers une perte, mais on fait juste dire que pour les retraites, un principe de prudence et de mise. Et donc, si on voit, puis on ne sait pas encore, mais
si on tombe en récession, en ralentissement, ou même s'il y a des placements qui sont moins rentables qu'avant, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des fluctuations au niveau des cotisations et donc des rendements du régime. Puis c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut se laisser une marge de manœuvre pour pouvoir réajuster le régime au moment où ça se produit, plutôt que d'attendre 20 ans pour mettre en branle les mécanismes d'ajustement automatique qui sont prévus dans le projet de loi 35. Merci. Puis un peu plus tôt, aujourd'hui, donc, on avait donc, M. Ménard qui nous disait, puis le ministre... En conclusion, déjà? S'il vous plaît, très rapidement. D'accord. OK, ça passe très vite. Donc, c'est à cet effet que vous recommandez de retirer les articles 1 et 2 du projet de loi 35. Le gouvernement maintient le mécanisme d'ajustement des cotisations liées au taux d'équilibre. C'est trop rapide. Très succincte. Je vous en remercie. Je cède maintenant la parole au député de Maurice Richard. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Très heureux de vous voir ici en commission. Plusieurs questions rapides. Donc, sur la question des critères d'investissement dans le fonds des générations, en fait, tout en étant fidèle de ce que je comprends de ce que vous dites à la philosophie, si on veut, de ne pas laisser des dettes aux futures générations, vous pensez que cet argent-là devrait être investi de manière à ce que ça n'augmente pas, y compris la dette climatique, aux prochaines générations. Exactement. Je vais faire du millage là-dessus. Peut-être d'abord une question facile. Est-ce que vous pensez que ne pas verser de l'argent dans le fonds des générations et le verser en baisse d'impôts contribue à régler une dette entre les générations? On s'est déjà exprimé sur la baisse d'impôts. Je pense que tout le monde ici autour de la table connaît notre position sur la question. En effet, on ne pense pas que... OK, parfait. Je connais votre position, donc je comprends que c'est non, ça ne participe pas. Ma question, en fait, c'est de dire, parce qu'on parle beaucoup de dette et de dette entre les générations, actuellement, il y a des études qui disent qu'en gros, $1 investi en résistance, en fait, face au changement, nous économiserait à peu près 13 à la fin du siècle. Malgré toute la bonne volonté, je pense que vous êtes les seuls ici présents dans cette salle qui allaient être là à la fin du siècle, et j'espère tous, toutes. Est-ce que vous pensez qu'on est mieux avec un équilibre actuellement, par exemple, à la fin de chaque année de manière dogmatique, tout en sachant qu'on n'investit pas l'argent qui va nous permettre d'éviter 14 fois le prix quand vous serez à la fin de votre retraite? L'important, c'est bien évidemment de quand même pouvoir avoir des services, parce que ça ne bénéficie pas seulement pour les générations actuelles, mais ça bénéficie aussi d'une protection sociale solide, un filet social solide. Ça a des répercussions aussi qui sont de long terme pour la société dans sa globalité. Mais il reste que le remboursement, l'équilibre budgétaire aussi fait en sorte qu'on n'ait pas non plus de fardeau, c'est-à-dire comme je l'avais précisé tout à l'heure, le service de la dette ne nous coûte pas plus cher, nous, générations futures ou actuelles, dans un avenir proche aussi. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si le rapport entre la dette et le PIB diminue, on ne participe pas à augmenter le fardeau pour les prochaines générations? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est oui, si on s'intéresse au ratio dette-PIB, mais vous l'avez mentionné, les changements climatiques ont lieu, puis je pense que c'est pas parce qu'on fait attention à la dette que ça veut dire qu'il faut pas faire des dépenses ou des efforts pour pouvoir lutter contre les changements climatiques, là. Au contraire, le Fonds des générations nous permet quand même de faire une gestion de la dette puis d'essayer d'anticiper, mais en bout de piste, c'est pas la seule manière non plus de lutter contre les changements climatiques. Puis la dette climatique est tout aussi importante là, dans les discussions qu'on a aujourd'hui que les autres types de dettes, là, comme Emna et Lauriane mentionnaient là, par rapport aux services et aux finances publiques. Donc pour faire... parce qu'on s'entend qu'il y a en gros deux dettes qu'on accumule. Bon, il y en a une qui est financière, bon, et puis il y en a une qui est écologique. Et
en conclusion, est-ce qu'on s'entend que ça respecterait la philosophie du fonds de se dire on doit attaquer les deux de front et pas juste la financière? Faire aussi. Et c'est pour ça qu'on revient avec notre recommandation de, si c'est l'objectif de diversifier les versements au fonds, il faut bien le faire avec des mécanismes qui sont clairs et qui servent l'équité intergénérationnelle. Alors, merci à vous quatre pour cette très belle présentation. Merci à nouveau d'être venus. Sur ce, nous allons suspendre momentanément nos travaux afin de faire place à notre prochain invité.